Je commence Très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Francis Bach. Je suis chercheur à l'INRIA et à l'École normale supérieure en machine learning. Et donc, je vais vous parler plutôt donc, de recherche en machine learning. Alors, premier apprentissage, comment ça fonctionne? Voilà. Donc, un peu de contexte pour commencer. D'accord. Donc, j'utilise le même transparent depuis une quinzaine d'années et je le montre à chaque fois. D'accord. Il y a beaucoup de données un peu partout, à la fois des données personnelles, dans l'industrie, et c'est un peu pour cela que vous êtes tous là aujourd'hui, mais aussi du côté scientifique. Donc, c'est pas aussi cool que la pub ou trouver des chiens et des chats, mais il y a beaucoup de domaines scientifiques qui ont de très forts besoins en données. J'ai mentionné deux, un évident qui est bioinformatique et santé, mais aussi tout ce qui est sciences humaines. Il y a plein de problèmes intéressants et donc le machine learning, ça ne se limite pas aux problèmes de Google et Facebook, mais aussi, ou Criteo, si vous voulez rajouter un français, mais aussi à des problèmes scientifiques très concrets. Donc pour tous ces problèmes-là, il faut des algorithmes pour les traiter. Et donc, ce qu'on a vu depuis une dizaine d'années, c'est une série de termes pour employer à peu près la même chose. Donc, on a eu le même salon il y a 10 ans, on aurait dit Big Data. Après, on a dit un peu Machine Learning. On dit maintenant un peu Data Science, mais de plus en plus IA. D'accord. Donc, j'ai fait mon petit tour tout à l'heure. Effectivement, un stand sur deux, voire 2 sur 3 disent IA. Mais finalement, je pense qu'ils n'ont rien changé par rapport à l'année dernière. Ça reste les mêmes genres de techniques. D'accord. Donc, il y a effectivement un hype supplémentaire en ce moment autour de l'IA. Et une manière de le voir, une manière simple, c'est de regarder Google Trends. Donc, si vous avez un petit quart d'heure à perdre, d'accord, je vous encourage à aller sur le site de Google qui recense les proportions de requêtes, d'accord, sur leur moteur de recherche. Et là, on voit 3 mots-clés, Machine Learning, Big Data et IA, depuis 2004. Et on voit un bump pour Big Data dans les années 2014-2015 qui redescend un petit peu. Et on voit l'émergence de IA et Machine Learning, juste pour montrer que ce sont des sujets qui intéressent de plus en plus de monde. Il y a effectivement un hype assez fort, mais bien sûr, il y a quand même des progrès, d'accord. Donc, des récents progrès visibles. C'est des progrès surtout dans ce qu'on appelle en perception, donc traitement du langage, traitement du texte ou traitement des images. Là, j'ai montré 2 exemples assez visibles. Un de traduction automatique, donc là, c'est donc Google Traduction, donc qui fonctionne majoritairement par machine learning. Et à droite, des résultats de mes collègues de l'INRIA, où maintenant, sur une image, on peut commencer à reconnaître non seulement présence ou absence d'un objet, mais aussi identification d'un objet et d'actions assez simples. Donc souvent, on parle de IA, mais à la fin, donc là, c'est quelque chose d'assez classique, qu'est-ce qui a fait fonctionner les algorithmes? C'est d'abord des données massives. Donc on apprend à partir de bases de données énormes, donc gigantesques d'images déjà notées, beaucoup de puissance de calcul, donc souvent des GPU, mais pas que, et enfin bien sûr des progrès scientifiques. D'accord. Donc l'idée romantique que tout était déjà là il y a 20 ans et qu'il manquait les données et les ordinateurs est quand même grossièrement fausse. Les bases étaient là, mais le faire fonctionner, ça a demandé quand même beaucoup de travaux de recherche. Donc à la fin, donc moi je mets intelligence entre guillemets, parce qu'à la fin ça n'a rien de vraiment intelligent, d'accord. C'est des données, d'accord, des algos et de la puissance de calcul et des modèles. Donc clairement, le machine learning ne remplace pas toutes les autres sciences, d'accord. Quand vous faites de l'image, eh bien il faut modéliser l'image avec des réseaux de neurones bien particuliers en l'occurrence. Pareil pour le texte et pareil pour la bioinformatique, il n'y a pas de méthode universelle, donc c'est très lié à des modèles et en aucun cas on peut dire que ces méthodes sont intelligentes. Et donc ce dont je vais plutôt parler aujourd'hui, c'est donc les algorithmes, d'accord, qui est un peu le cœur du machine learning. Donc juste un petit transparent pour expliquer que je ne fais pas de l'IA, d'accord. Je ne parle d'IA que quand je parle à la presse, aux agences de financement et dans des situations comme aujourd'hui. D'accord. Il y a une communauté machine learning identifiée qui a ses conférences. Je l'ai mis donc 3, NIPS, COLT et ICML. NIPS, c'est dans 15 jours. Et un journal de référence JMLR. Et en aucun cas, on ne parle d'IA dans nos conférences. D'accord. Vous prenez, peut-être moins maintenant, mais si l'année dernière, vous prenez une présentation au hasard, IA n'est jamais mentionné. D'accord. IA, ça correspond à d'autres conférences qui ne sont pas celles
où on fait du machine learning. Un point important donc, dans cette conférence, dans cette communauté de recherche à laquelle j'appartiens, c'est le fait qu'il y a un travail qui est à la fois très proche des données, donc il faut que ça fonctionne, d'accord. Donc ça explique les choses qui vous intéressent en particulier parce que mon data scientist, ça sert aussi à faire marcher les méthodes sur les vrais problèmes. Il y a toute une analyse aussi théorique derrière. Donc il y a les deux aspects sont importants pour nous. Faire en sorte que ça fonctionne sur des problèmes réels, mais aussi avoir des garanties théoriques a priori, donc savoir par exemple, à l'avance que les méthodes marcheront. Donc ça, c'est quelque chose d'assez unique en informatique et en mathématiques, et je tenais à le rappeler. Donc qu'est-ce qui a changé depuis 2000 ? Donc 2000, c'est le moment où je suis rentré, j'ai commencé ma thèse. Mais il y a une grosse croissance. D'accord ? On était à la conférence LIPS, on était 100, il y avait qu'une centaine d'articles il y a 18 ans, maintenant il y en a plus de 1000, et on est passé de 300 personnes, donc on rentrait tous, bon, c'était un peu plus grand qu'ici, mais à peine, à 8000. D'accord ? Et les projections pour 2020, 2021, 2022, c'est plutôt 20 000. D'accord ? Donc on passe à une forte croissance. Plus localement, d'accord ? Donc même au niveau de nos masters locaux, on est passé de 10. J'avais 10 élèves dans ma classe, donc il y a 13 ans, et maintenant j'en ai plus de 150. Voilà, donc il y a une forte croissance. Donc qu'est-ce qui a un peu changé ? Bon, il y a plus de chercheurs, il y a plus d'élèves, il y a plus de tout, mais il y a aussi un impact de l'industrie qui est assez plus fort. Et pas uniquement en termes d'utilisation, d'accord, mais aussi en termes de contribution. Donc la plupart des laboratoires privés utilisent nos méthodes, mais on propose aussi beaucoup. Et si vous allez à NIPS, il y a beaucoup d'articles de plein d'entreprises. Donc il y a des grands classiques, hein, Google, Facebook et compagnie, mais aussi de plus en plus des start-up françaises et étrangères, ainsi que des compagnies françaises. Alors un petit point, comme j'en profite d'être à un salon de recrutement, c'est pour parler du doctorat. D'accord ? Donc il fut un siècle, le siècle dernier, où un doctorat était quelque chose de mauvais. À la limite, on vous le pardonnait, d'accord, en vous embauchant quand même, mais en vous disant, bon, bah, ça ne compte pas dans l'expérience professionnelle parce que franchement, tu n'as rien fait pendant 5 ans, d'accord ? Donc ça, c'est le siècle dernier, et malheureusement, la France, et j'aime pas dire ça, pour beaucoup d'entreprises, est restée dans ce siècle dernier, d'accord, où le doctorat n'est pas valorisé. Donc si on prend les grands acteurs du secteur américain, Google, Facebook et compagnie, eux, au contraire, c'est doctorat, 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 d'accord ? Donc peut-être qu'ils ont tort, d'accord, mais je pense qu'ils ont largement raison, et en particulier en data science, même si nos élèves de master sont très bien formés, eh bien, un doctorat, quand même, est très important. Donc, bien sûr, c'est bourré d'exceptions, d'accord, mais en moyenne, je tiens quand même à insister sur le fait que le doctorat, c'est important. D'accord, pas seulement parce que j'en ai un et que j'en forme beaucoup, mais parce que je pense que c'est simplement plus efficace pour les entreprises. Maintenant, passons un peu à la technique quand même. Donc là, je vais parler un peu d'apprentissage supervisé. Donc ça, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent déjà les bases. Donc on va chercher à prédire ici si cette image est un feu rouge ou pas. Et c'est quoi le machine learning ? Simplement, on va créer une fonction des entrées vers la sortie avec plein de paramètres. Là, j'ai repris les transparents de Yann Lequin. Et l'idée est d'apprendre ces paramètres. D'accord ? Donc, un tout petit peu de maths, parce que j'en aurai besoin après pour comprendre ce que c'est qu'un réseau de neurones. On a les données d'entrée, d'accord, X, Y, I. Donc, XI, un paquet d'images, d'accord, YI, étiquette, feu rouge ou pas feu rouge. Et le machine learning, de manière assez classique, donc la version pré-deep learning, ça va chercher on va construire des prédicteurs sur notre problème. Donc, si je fais de la vision, par exemple, je vais caractériser comment la couleur, la texture, les contours. Et une fois que j'ai ces prédicteurs, j'en ai des ici, eh bien, je les combine linéairement. D'accord ? Donc, si je fais de la pub, d'accord, parce que la pub, quand même, c'est quelque chose qui, au moins, qui finance une bonne partie de ce qu'on fait, de manière au moins indirecte, eh bien, phi de x, c'est simplement pour chaque x c'est une personne, d'accord, et que vous le vouliez ou non, ça, phi de x, c'est votre recherche Internet, votre parcours Internet, et pour chaque site web, eh bien, il est indiqué si oui ou non vous êtes allé le voir. Donc ça stocke des grands vecteurs comme cela, et de manière la plupart des méthodes combinent linéairement ces informations-là. Donc le but, c'est de faire en sorte que notre modèle colle aux données. Donc ça, c'est l'équation magique du machine learning, qui est de minimiser l'erreur sur l'ensemble d'entraînement. Donc ça, c'est un grand classique.
Et donc ça s'applique à tout. Que vous fassiez de l'image, de la vision ou de la pub, à la fin, ça fonctionne pareil. Mais bien sûr, il y a deux challenges très importants. Le premier, c'est comment on construit Phi2X. D'accord ? Donc ça, on verra qu'il y a la version à l'ancienne où je construis en demandant à mes experts de me donner un bon Phi2X. Et il y a la version par apprentissage. D'accord ? Et donc ça, c'est une version quand même très importante. Sans bon descripteur, ça ne fonctionne pas. Et enfin, comment on résout le problème. Donc clairement, quand n, le nombre de données, est 10 puissance 6, 1 million, et que mes données sont en grande dimension, il va falloir faire attention. Voilà, donc qu'est-ce qui fonctionne bien? D'accord, donc ça, je vais en parler un tout petit peu, mais pas trop. Ce qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est méthode d'optimisation pour ces modèles linéaires. Donc il y a eu beaucoup de progrès ces 5 dernières années, et les entreprises, toute la pub marche là-dessus. C'est un énorme modèle linéaire, très très grand, optimisé sur plusieurs machines, mais avec des algorithmes qui sont très efficaces et très compris. Quand je parlais de lien entre théorie et algorithmique, quand vous lancez une régression logistique sur scikit-learn, vous savez à l'avance que ça va donner un résultat où l'optimisation n'est pas un problème. On aboutit au résultat, on est content, ça peut mal prédire, mais ce n'est pas la faute de l'optimisation, c'est la faute du modèle. Enfin, tout ce qui est haute dimension, donc ça aussi, c'est des grands progrès du domaine depuis une quinzaine d'années. Donc on sait faire la sélection de variables de manière assez efficace, avec des méthodes de pénalité type lasso. Et enfin, les réseaux de neurones, qui marchent quand même assez bien. Donc, qu'est-ce que va faire donc, le deep learning là-dedans? Donc l'apprentissage profond, d'abord, quand on parle profond, c'est profond par rapport à quoi? Mes collègues m'appellent shallow, ça les amuse beaucoup. Et donc, c'est quoi le shallow learning? C'est essentiellement un modèle linéaire, où là, effectivement, tout est bien compris. Et même si ce n'est pas cool, ça reste quand même ce qui marche le mieux dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines, eh bien, c'est un grand modèle linéaire, et particulièrement en marketing et en pub, ces modèles linéaires font déjà la grande majeure partie du travail. Ça commence un petit peu à changer, mais l'idée que le deep learning est nécessaire pour tout, c'est bien pour faire du marketing, pour vendre ça à son financeur, mais à la fin, tout le monde commence toujours par un modèle linéaire, et ça fonctionne déjà souvent assez bien dans un tas de problèmes. Mais pas tous les problèmes. Il y a des problèmes où effectivement apprendre ces descripteurs est quelque chose de très important. Et donc ça, c'est là où les réseaux de neurones ont fait un grand bond en avant ces dernières années, où là, tout n'est pas compris. Donc ça reste un sujet de recherche important. Et il y a des domaines où là, ça a tout changé. En particulier la vision que je connais un petit peu. Effectivement, maintenant, tout le monde utilise des descripteurs appris par réseau de neurones. Et essentiellement, c'est quoi un réseau de neurones? Ça va apprendre la fonction Phi2X directement à partir des données. Donc, comment ça fonctionne? Un neurone qui combine linéairement plusieurs entrées. Voilà, donc ça, c'est un neurone, fonction linéaire. Donc, en quelque sorte, la régression logistique, ce n'est qu'un réseau de neurones à 0 couche cachée. Donc, tout de suite, c'est plus cool, parce que c'est aussi un réseau de neurones, mais à la fin, ça reste un modèle linéaire. Et un réseau profond, donc on empile ces couches linéaires. Et donc là, c'est une image reprise du livre de l'équipe de Montréal, où on voit apparaître au fur et à mesure du processing, on voit apparaître des structures intéressantes, où de l'image, on voit apparaître des arêtes, puis après des structures plus grandes. Et à la fin, on voit apparaître donc une prédiction, la dernière couche. Essentiellement, ça va donner, donc si on s'arrête à la couche hidden layer numéro 3, eh bien, on a construit un descripteur Phi2X. Et la grande majorité des applications du deep learning sont essentiellement ça. Je prends un réseau préappris, donc en vision, je le prends sur ImageNet, préappris, et j'utilise la dernière couche que j'enlève et que je réapprends sur mon problème particulier. Là, j'ai quoi? J'ai à nouveau un problème linéaire. Donc, c'est encore un cas où le côté linéaire reste important si on suppose les descripteurs préappris. Voilà, donc ça sera mon dernier transparent. Donc pour finir un peu, qu'est-ce qu'on a en stock pour les data scientists dans 5 ans? Donc un peu les sujets de recherche qui sont bien sûr un peu à la mode en ce moment en machine learning. Donc comme toute vision prospective, ça sera très biaisé envers mes intérêts personnels, mais j'essaie de couvrir un petit peu large. Donc il y a des choses qui ne sont pas encore dans la boîte à outils du data scientist, mais qui, je pense, le seront assez rapidement. Donc regardons-les maintenant les uns après les autres. Premier, c'est prédiction structurée. Donc ça, quand on veut apprendre une sortie binaire 0,1, ça on sait faire.
Quand on sait une sortie multiclasse aussi, on sait faire, donc les fonctions de perte sont adaptées. Mais qu'est-ce qui se passe quand on veut prédire une sortie qui est plus compliquée? Donc, par exemple, une tâche classique en traitement du langage naturel, c'est de l'inférence grammaticale. Donc, les enfants font ça en ce moment à l'école. On a une phrase, on veut savoir ce qui est sujet, verbe, complément, et on construit un arbre au-dessus de la phrase. Donc là, c'est une sortie qui n'est pas ni multiclasse. D'accord, il y a plusieurs classes, mais le nombre de classes n'est pas fixé à l'avance. Et donc là, pour ces problèmes-là, eh bien, il y a des techniques récentes qui permettent de faire fonctionner les algorithmes correctement. Donc, ce n'est pas encore utilisé de manière très forte en pratique, mais ça commence à vraiment à arriver. Au lieu de reformuler à la main les problèmes en une succession de prédictions binaires, eh bien, on peut directement donner à l'algorithme ce qu'on souhaite. Donc ça, c'est tout ce qui est prédiction structurée. Donc, bien sûr, deuxième point, apprentissage non supervisé. Donc ça, c'est quelque chose qui, soyons clairs, ne marchera jamais. L'apprentissage non supervisé pur est impossible. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y a toujours besoin d'une supervision. Donc je pense que même les enfants qu'on cite souvent comme faisant de l'apprentissage non supervisé, c'est faux. Ils ont plein d'interactions avec l'extérieur. Et ce à quoi je crois plus, et ce que la communauté commence à faire plus, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage faiblement supervisé. Donc, par exemple, pour une image, au lieu de vouloir que dans l'image on étiquette chacun des pixels, on va simplement étiqueter quelques pixels, ou voire juste dire dans l'image il y a un chien mais on ne sait pas trop où il est. Et donc ça, c'est quelque chose qui est faisable, pour lequel il y a des grandes bases de données toujours. Il y a plein de gens sur Internet qui étiquettent un peu partiellement des images, c'est vrai aussi pour le texte. Et ça commence à arriver assez fort. Ce n'est pas encore assez stable pour que ça rentre dans la boîte à outils de tout le monde, mais c'est quelque chose qui arrive assez fort. Bien sûr, apprentissage par renforcement, c'est aussi un grand sujet ouvert, et là, pour le coup, totalement ouvert. Donc, pour l'instant, à part des exemples magiques comme le Go, il n'y a pas beaucoup d'applications concrètes. Donc là, ça continue à... beaucoup de travaux de recherche là-dessus, mais pour l'instant, on n'atteint pas encore la maturité que l'on souhaite pour l'appliquer dans l'industrie. Bon, il y a bien sûr des tas d'exceptions, mais en manière générale, ça reste toujours à l'état de recherche. Après, tout ce qui est donc plus proche de l'optimisation, donc là, je pense tous les data scientists de la salle ont déjà dû essayer de faire passer leur algorithme de un cœur à plusieurs cœurs, ou d'une machine à plusieurs machines, et malheureusement, avec M machines, ce n'est pas allé M fois plus vite. Donc ça reste un sujet totalement ouvert. Donc comment on fait en sorte qu'on a de l'optimisation qui est vraiment un gain linéaire dans le nombre de machines, ça reste un sujet largement ouvert. Pourquoi largement ouvert? Parce qu'il y a eu beaucoup de progrès sur une seule machine. Donc si à la fin, vous avez M machines, mais vous devez utiliser un algorithme qui est beaucoup plus lent, à la fin vous perdez. Vous finissez par gagner si M est très très grand. Donc si vous avez 10 000 machines, effectivement, vous finirez par gagner. Mais souvent, dans la pratique, on a soit 10 processeurs ou alors on a une centaine de machines. Et souvent, on est obligé, pour rendre l'algorithme stable, de ne pas prendre l'algorithme le plus rapide. Donc il reste encore des sujets ouverts dans ce cadre-là. Autre sujet ouvert, côté plus théorique, qu'est-ce qu'on fait en optime non convexe? Donc pour l'instant, tout le monde finit par faire pareil. On fait un bon vieux cadran stochastique ou ces variations, où là, on espère que ça fonctionne, donc ça fonctionne bien, mais ça reste assez peu stable. Là, il y a beaucoup de sujets de recherche, comment le faire fonctionner. Donc, par exemple, pour parler d'un de nos articles qui va être publié à NIPS dans 15 jours, on commence à pouvoir montrer que quand on prend un réseau de neurones surparamétré, avec donc beaucoup de couches, avec beaucoup de neurones, si ça se fait en pratique, eh bien, on peut montrer que, bien initialisé, on peut aboutir à l'optimum global par une descente de gradient. Donc, bien qu'il y ait beaucoup de minimums locaux et de points stationnaires, l'algorithme, bien initialisé, finira par y arriver. Donc, on est encore très très loin de l'analyse pour un CNN pour l'image, mais on commence à voir apparaître des résultats théoriques sur ce genre de problème-là. Et enfin, dernier problème pour les 37 secondes qui me restent, c'est tout ce qui est robustesse. Donc là, c'est un sujet hyper important, car tout l'apprentissage est basé sur l'hypothèse dite IID, que les données sont indépendantes et identiquement distribuées. Donc ça, c'est grossièrement faux. Et il arrive que ça soit tellement grossièrement faux que ça pose problème. Donc
on a donné plein de noms à ceci, correlated shift, domain adaptation, mais à la fin, c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop bien gérer. D'accord? Donc si vous apprenez votre voiture autonome en conditions ensoleillées, eh bien, quand il neigera, ça sera plus compliqué. Et donc ça, cette robustesse à ce qu'on n'a pas vu reste un sujet très important. Et là, pour le coup, c'est totalement ouvert. Donc il faudra peut-être dans la version dans 3 ans, on aura peut-être des résultats un peu concrets. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à prendre des questions. Bonjour, vous avez parlé beaucoup d'apprentissage supervisé. Ouais. Dans votre discours, il n'y a aucun sujet sur les modèles génératifs profonds et, enfin, dans le cadre de mesures quantitatives et du niveau de confiance qu'on associe à ces mesures. Est-ce que finalement, ça va être des sujets de recherche qui vont venir sur la table dans les 5 prochaines années ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne traitez pas du tout aujourd'hui? Alors, quand vous parlez de modèles génératifs profonds, vous parlez de GAN, par exemple? Notamment. D'accord, bah là, quelque part, sur les GAN, ça fait des belles images, d'accord, ça c'est sûr. Des images pas forcément plus jolies que les images du jeu de données d'apprentissage, d'accord. Et là, effectivement, c'est un problème où on ne s'est pas validé expérimentalement, d'accord. Donc on sait, à la fin, l'œil humain sait dire est-ce que c'est beau ou pas beau. D'accord. Et c'est le vrai problème de l'apprentissage non supervisé, c'est le manque de validation réelle. D'accord. Donc ça reste un problème compliqué pour l'apprentissage non supervisé. Par contre, dans des modèles génératifs, là, c'est très important dans les domaines qui sont, par exemple, prenez la bioinformatique. D'accord. Quand vous avez, ou même on parlait de Safran tout à l'heure, qui parlait, un moteur d'avion, eh bien, c'est plein d'informations. D'accord, et où les objets interagissent avec les autres. D'accord, donc là, on peut créer un modèle génératif, mais en utilisant la connaissance du problème. D'accord, donc par exemple, en bioinformatique, telle protéine réagit plutôt avec telle protéine, donc je les connecte dans mon modèle graphique. Ça, c'est quelque chose qui reste encore très important, en particulier quand on a peu de données. D'accord, donc en bioinformatique, on n'est pas encore à avoir des millions de patients. Donc souvent, on en a une centaine ou un millier. Là, ça reste aussi quelque chose d'important. Mais tout le problème du génératif, c'est quoi le but? Si le but, c'est de montrer une belle image, pour moi, ça, c'est un niveau scientifique discutable. Mais c'est intéressant, ça fait des belles images, ça, je vous le concède. Enfin, je ne vous entends pas. Du contenu pour enfants? Oui, alors là, après je ne suis pas à la pointe des derniers aspects, mais est-ce que les gains sont énormes? Ça, c'est voilà. Alors, effectivement, on peut imaginer qu'on va générer de nouvelles données, et on fait déjà ça. Donc, tous les réseaux, la plupart des applications en images font ce qu'on appelle des exemples virtuels. D'accord. Je prends un exemple, et l'image, comme on est invariant par rotation locale, je la tourne un peu dans tous les sens. Et je peux créer de nouvelles données à base des données existantes. Quelque part, les GAN font ça, d'accord, en disant, en overclaimant un petit peu. Mais effectivement, si on a des invariances connues, on peut aider l'algorithme en lui donnant ces invariances connues, et c'est ce qu'on appelle les exemples virtuels, et ce qu'on font un petit peu les GAN. Mais dans le cas des GAN, après, je ne suis pas littérature de manière très, très précise, mais est-ce que les gains sont très importants? Je ne sais pas. Ok, très bien, merci, puis bonne continuation.